quand le président de l'association des Amis d'Aki, mon ami Bernard Jouanneau, m'a appelé en me disant il faut venir. Je lui ai dit oui, mais je vais pas. J'ai déjà fait quand même plusieurs fois des conférences devant eux. Ils m'ont supporté gentiment. C'est des amis, ils jouent avec mes amis, mais enfin ça suffit. Ils savent ce que je pense surtout. Donc faisons plutôt un débat. J'ai suggéré, Jean, où nous nous sommes mis d'accord très vite, Jean, pour que ce soit toi. Donc il n'est pas question que tu sois poseur de questions. Tu es là pour qu'on ait un débat ensemble. Je veux bien que tu commences par poser des questions, oui. Mais après, la balle te sera renvoyée. Et surtout, ce n'est pas seulement un débat entre nous, c'est puisqu'on est dans un soir aussi important pour l'avenir immédiat de notre démocratie ici, que les uns et les autres, on puisse échanger ensemble. On l'a fait très souvent, je trouve que c'est bien qu'on le fasse aussi ce soir. Alors Jean, à toi. Merci Roland, merci. Écoute, je vais quand même poser la première question, puisque c'est ce que Bernard a dit. Toi, à 30 et quelques jours du premier tour, est-ce que tu dirais que les dés sont jetés? Voilà. Alors, évidemment, le plus compliqué, vous connaissez la phrase fameuse du grand économiste, la prospective est un art difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Et donc, je ne peux que la reprendre à mon compte, mais je vais relever le gant, je vais répondre à cette question, et je vais même faire plus que ça, je vais répondre en une phrase tout de suite. Oui, les jeux sont faits. D'accord ? Je l'aurais dit, vous pourrez me passer ensuite en place de grève. Maintenant, je reviens en arrière. Alors, maintenant, je reviens en arrière, et du coup, je vais dérouler des choses où il faut que tu me coupes, parce que je joue le mec qui veut jouer le débat, mais si on me donne la parole, s'il n'y a pas de temps de parole comme à la télé, je peux capable de parler fais-moi confiance. 3 jours et 3 nuits. Alors, je vais dire ceci. Macron a eu un coup de génie politique dans sa vie en 2016-2017. Le coup de génie politique, ça s'est appelé et gauche et droite. Pas ni gauche ni droite, qui était le vieux logiciel bien connu de nos amis centristes, qui n'a jamais abouti, mais et gauche et droite. Pourquoi coup de génie? Parce que le sondeur, que j'étais aussi à l'époque, et qui avait écrit quelques bouquins là-dessus, ce que certains peut-être ont eu entre les mains, répétait sans arrêt ce que nous disaient les Français. En majorité, déjà, ils nous disaient, il y en a marre. Il y en a marre de ces querelles de chiffonniers, de cette opposition permanente d'une gauche et d'une droite qui se succèdent, qui se contentent de défaire ce que le précédent avait fait, et on n'en sort jamais, parce qu'il y a des gens raisonnables, il y a des gens sérieux dans les deux camps. Il suffirait sûrement de les mettre autour d'une table et de travailler ensemble pour arriver à quelque chose. Et ça, que les Français disaient aux sondeurs, que les sondeurs disaient aux politiques, que personne ne voulait entendre, Macron est le premier homme politique à en avoir fait un thème de campagne politique. Et ne nous y trompons pas, moi en tout cas je suis sûr de ne pas m'y tromper, c'est là-dessus qu'il a gagné. C'est là-dessus qu'il a gagné sur ce coup, sur ce pari politique. Depuis, il a eu un quinquennat qui a eu beaucoup de difficultés, mais là aussi avec 3 gestions de crise qui, à mon avis, au moment de ce bilan, où nous sommes aujourd'hui à 40 jours, 3 gestions de crise qui ne peuvent que l'avoir servi. 3 gestions de crise ou de sortie de crise. La première, c'est celle des Gilets jaunes. La deuxième, c'est évidemment celle du Covid. Et la troisième, c'est maintenant l'Ukraine. Reconnaissons que ce n'est pas simple, un quinquennat marqué par 3 événements de ce type. C'est même incroyable quand on y réfléchit. Bon, il a su sortir. Alors, politiquement, on est sûrement un peu divers ici. On peut avoir des points de vue plus ou moins adoptés. Mais il me semble que il a réussi à sortir des Gilets jaunes par le grand débat national, ce qui était une manière assez spectaculaire de remettre la démocratie au centre des débats. Il a su sortir du Covid par le quoi qu'il en coûte, et je ne sais pas s'il sort, mais je vois comment il est dans ce moment dans la crise ukrainienne,
à la fois dans la dénonciation de la brutalité de l'agresseur et en même temps dans la recherche, j'allais dire un peu éperdue au sens du terme, d'une solution diplomatique. Je dirais là aussi, donc, tout ça se présente pas mal, parce qu'une élection, c'est quand même aussi une comparaison avec les autres candidats. On ne vote pas seulement pour celui qu'on trouve le meilleur, ou le plus mauvais, ou le moins mauvais, mais aussi celui qui, par rapport aux autres, semble donner le plus de garanties. Alors je reviendrai sur cette histoire de comparaison des offres tout à l'heure. Je pense qu'on reparlera des niveaux des candidats. Je pense qu'on reparlera du rôle ou pas de la politique étrangère dans les choix des Français. Je pense qu'on voit bien que ça ne suffit pas, ce que j'ai dit là, qu'il faut ce qu'on appelle un projet. Je ne crois pas que les Français soient en quête d'une idéologie profondément nouvelle, avec des mots en isme. Je crois que nous avons passé cette période pour le moment. Communisme, libéralisme, socialisme, tout ça, tous les mots en isme font peur. Mais on attend réellement de savoir à quoi peut ressembler la France de demain, c'est-à-dire la France dans les 5-10 ans qui viennent, pas plus. À quoi ça peut ressembler, mais comment on y va, comment ça sera pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. Là, il y a une attente très précise qui n'est pas encore remplie par Macron. On n'est pas réélu sur un bilan, on est réélu sur le fait qu'on présente un nouveau souffle et un nouveau projet. Et donc à partir du texte de ce soir, dont je ne sais rien, et à partir des textes que nous aurons dans les 40 jours, on verra si le président sortant est capable de se renouveler. Il y a des questions qui demeurent en jeu. Est-ce qu'il faut des débats entre les candidats du premier tour? Ça ne s'est jamais fait, un débat avant le premier tour entre les candidats, sauf en 2017 parce que le sortant n'était pas là et que du coup il y avait un débat entre les candidats télévisés ou les représentants des candidats, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'il faut... Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat général des candidats, aucune fois, sous la Ve République. Je ne sais pas si Macron tiendra là-dessus. Il devrait, à mon avis, selon moi, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir un débat entre ces 12 ou 13 personnalités. Je pense que tout le monde attend le débat pour le second tour. Mais enfin, voilà. Je voulais dire un certain nombre de choses comme ça qui, pour moi, légitiment le fait que, pour le moment, grâce à ce bilan, tout en rappelant qu'on n'est pas élu sur un bilan, grâce à ces essais de sortie de crise sur ces 3 crises majeures, qui me sont, à mon avis, pas si mal passés, et plutôt mieux que ce que proposaient la plupart des autres, tout ça fait que, même si on peut penser que c'est une chance, d'une certaine façon, pour lui, de pouvoir être élu sans rien dire aujourd'hui, puisqu'il bénéficie du fait d'être au-dessus de la mêlée, puisqu'il est président du Conseil de l'Europe, il me semble que j'ai répondu un peu à l'emporte-pièce à ta question, mais que je n'ai pas l'habitude de faire des pronostics, mais c'est la première fois que j'en ferai un volontiers, et en public en plus, mais il me semble que cette fois-ci, il n'est pas dur. Alors, merci Roland. Moi, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, par une approche qui est plus, j'allais dire, dans la diachronie que dans la synchronie. C'est-à-dire que je pense que c'est intéressant de regarder aussi ce qui a pu se passer, puisque c'est la 11e élection présidentielle, depuis 1965, même si évidemment comparaison n'est pas raison en histoire, il y a quand même des processus. Moi, je suis un vieux structuraliste, ça existe encore, et je fonctionne encore avec ce qu'on appelle les homologies structurales. Et ce qu'on constate, d'abord, c'est que si Macron est réélu, moi j'emploie encore le conditionnel, ce sera quand même quelque chose d'extrêmement nouveau dans le processus politique français. D'abord parce que ça sera la première fois qu'un président est réélu à l'issue d'un quinquennat. Alors vous allez me dire, il n'y a pas très longtemps que le quinquennat fonctionne, mais je ne sais pas si Roland, tu seras d'accord avec moi, mais je suis pas persuadé qu'on ait encore complètement documenté et réfléchi sur la totalité des conséquences du passage d'un septennat à un quinquennat. Ça, en termes de rythme de vie politique, c'est absolument
incroyable ce que ça a pu apporter. Et quand on parle de ces 3 crash tests, là on en parlait tout à l'heure sur le chemin avant d'arriver au conseil régional avec Roland, on a l'impression que Macron, c'est une première voiture à qui on fait subir un premier crash test, il s'en sort, on lui refait faire un deuxième crash test, le premier étant, comme a dit très bien Roland, les gilets jaunes, le deuxième la Covid et le troisième maintenant la crise internationale. La voiture a toujours l'air de tenir. Bon, eh bien, si vous êtes sur un septennat, c'est autrement plus compliqué à faire. Bon, donc exemple nouveau, enfin réalité nouvelle, Sarkozy et Hollande pour des raisons différentes. Je ne parle pas du deuxième quinquennat bien sûr, du deuxième mandat de Chirac qui était un quinquennat et qui faisait d'ailleurs, qui succédait non pas à un septennat de Chirac, mais à quelque chose de très particulier qui était 2 ans suivis de 5 de cohabitation. Donc ça serait effectivement un élément original et nouveau, cette réélection pour un deuxième quinquennat. Deuxième élément qui est à avoir en perspective, c'est la question du calendrier et de l'agenda de campagne de Macron. Ce soir, il se trouve que nous allons assister à ce qui est en fait un secret de polichinelle qui est dévoilé, hein, qui est cette déclaration. Très intéressant de voir qu'il reprend le principe de la lettre aux Français, qui a été le mécanisme de François Mitterrand, le dispositif de François Mitterrand pour sa deuxième élection présidentielle, hein, son deuxième septennat à lui, avec un temps de candidature, je parle sous le contrôle de Roland, un temps de campagne très court, puisque vous vous souvenez que François Mitterrand répond à la question de Paul Amar en direct dans le studio de France 2, enfin le journal de France 2, d'Antenne 2, je crois bien à l'époque, et la question, êtes-vous candidat à un deuxième mandat? Absolument. Il réfléchit à la Mitterrand, mais ça en scène, silence de 3 secondes en télé, c'est énorme, c'est pas Roland. Et oui, c'est tout, oui. Puis, et après, il y a cette lettre aux Français qui va être un moment, quelque part, j'allais presque dire, de littérature politique. Eh bien, c'est 33 jours avant le premier tour de 88. Le général de Gaulle se présente le 4 novembre 65 pour une élection le 5 décembre 65. 31 jours. Et donc là, on serait aux environs de 40 jours à peu près. Hein, bon. Donc on est encore dans mais c'est imposé par un calendrier qui oblige effectivement à se dévoiler avant demain. Donc la campagne est forcément courte, elle n'est pas nouvelle. Et pourquoi c'est intéressant de prendre les exemples et les jurisprudences, j'allais dire, de Gaulle, Mitterrand en termes de déclaration de candidature, on doit en rajouter une troisième, c'est celle de Chirac, c'est parce que ce sont les 3 seuls qui ont été renouvelés dans leur mandat, pour des raisons complètement différentes. Pompidou, Giscard, Sarkozy et Hollande n'ont pas été renouvelés à l'issue d'un premier mandat. Donc c'est presque intéressant de prendre les 3 gagnants. Et je crois que dans la psychologie d'un Emmanuel Macron, qui a quand même une dimension j'allais dire, il l'a dit lui-même, de premier de cordée, où il est intéressé par les winners, par les gagnants, je crois que c'est plutôt ça qu'il a regardé comme calendrier, plutôt que le calendrier de ceux qui ont perdu. Bon. Et à ce moment-là, vous allez constater que celui qui s'est déclaré plus tôt, à travers une question téléphonée avec la maire d'Avignon, c'est Jacques Chirac. On est en février 2002 et on est à 49 jours du fameux 21 avril 2002. Donc vous voyez que, là encore, les exemples du passé nous montrent un Emmanuel Macron, ça on le savait, c'est pas original, qui a une culture politique extrêmement fine, extrêmement élaborée, à un niveau, j'allais dire, de détail très intéressant symboliquement parlant, et Macron sait que la politique c'est aussi une affaire de symboles, il n'empêche qu'il reste toujours l'aléa. Et moi, pardon Roland, je serais peut-être plus prudent. Pourquoi? Parce que le seuil de qualification du deuxième tour, pour le deuxième, cette fois-ci, va être sans doute très bas. Là encore, je pars sous ton contrôle, hein, mais je pense qu'on va être plutôt aux environs de 15%, 15-16% pour le seuil de qualification au deuxième tour. En 2002, le 21 avril, Jean-Marie Le Pen a été qualifié avec 16,7% des suffrages exprimés. Et il manquait 200 000 voix à Lionel Jospin pour lui passer devant. Et Jacques Chirac a fait 17,9, alors qu'il était premier
en 2002, au 21 avril. Donc vous voyez comment déjà c'était très faible. Alors si Emmanuel Macron baisse de 25, où il est remarquablement stable depuis des semaines et des semaines, voire des mois, et si le seuil de qualification pour le deuxième est bas, eh bien vous allez, en ce moment il y en a 4 potentiellement qui peuvent prétendre être qualifiés au deuxième tour. Le sondeur vous dira qu'on est dans l'épaisseur du trait, dans la marge d'incertitude. Et à ce moment-là, les choses peuvent être peut-être un peu différentes selon le duel que nous aurons au deuxième tour. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce que... Alors, du coup, je vais réagir sur les 2 points. Ça marche, là? Bon. Oui, cette histoire de quinquennat. Au fond... Pourquoi les 2 seuls présidents qui se représentent et qui sont réélus sont De Gaulle, Mitterrand et Chirac, alors que les autres candidats à leur propre succession sont battus? Je crois que la réponse est simple. C'est que De Gaulle, Mitterrand et Chirac n'étaient pas des vrais sortants, parce qu'ils étaient en cohabitation. Pas De Gaulle. De Gaulle, non. À part De Gaulle. C'est pour ça que j'allais dire... Seul le général nous a laissé une constitution qui n'était faite que pour lui. Bon, De Gaulle n'est pas en cohabitation, mais les 2 autres sont en cohabitation et ils sont en condition de faire une campagne de rentrant. Ils sont le changement. Mitterrand est le changement. Rappelez-vous la violence qu'il a contre Chirac, contre la droite, etc. Et Chirac était en cohabitation avec Jospin, et voilà. Et tout le monde sait. Les Français sont formidables parce qu'ils ont très bien compris comment ça marche, la cohabitation. Ils savent très bien qu'en période de cohabitation, c'est le Premier ministre qui dirige. Donc, celui qui est le bilan, c'est le Premier ministre. Et le président, il n'a de chance d'être réélu que s'il incarne, lui, le changement. Et en vérité, c'est la leçon qu'on a dans toutes les élections de tous les pays occidentaux depuis 30 ans. Le thème du changement est devenu le thème principal de toutes les campagnes électorales. Et c'est très très dur d'avoir comme thème le changement si on est sortant soi-même. Enfin, même théoriquement, c'est impossible. Il n'y a que des pays incroyablement démocratiques, comme l'Angleterre ou l'Allemagne, qui sont arrivés à avoir des continuités. Mais dans la plupart des autres pays, changement, hop, on balance les gens au pouvoir. Et si vraiment Chirac et Mitterrand ont pu, j'allais dire, s'en tirer, c'est grâce au fait qu'ils avaient eu la cohabitation. Ils pouvaient apparaître comme un sang nouveau, un nouveau Mitterrand, un nouveau Chirac. Alors, ça veut dire que pour Macron, s'il réussit le fait d'être réélu sans sortir d'une cohabitation, l'exploit sera encore plus grand. Il sera le seul, avec De Gaulle, il sera le seul, le premier, à avoir réussi à repasser sans avoir la cohabitation. Et encore, pardon, Roland, c'est dire que tu devrais avoir plus raison d'être suspect, d'être suspicieux, que moi d'être affirmatif. Non, mais je confirme ce que tu dis en plus, Roland, parce que De Gaulle, on peut dire qu'il sortait pas de cohabitation, mais comme c'était la première expérience au suffrage universel, le compteur était à 0, il avait été élu, rappelons-le, comme il disait lui-même, par la France du Seigle et de la Châtaigne. Tous les journaux croyaient qu'il serait élu au premier tour. Bien sûr. Heureusement qu'il y a eu les sondages pour dire le contraire. Oui, tout à fait, et d'une certaine façon, celui qui le met en ballottage, c'est plus le Canoë que Mitterrand. Absolument. Donc voilà, mais c'est pour ça aussi que je crois qu'il faut retenir cette leçon aussi, et que c'est pour ça que j'ai dit que le président sortant, Macron, était obligé de montrer qu'il était nouveau. Il ne peut pas nous faire la suite de tout ce qu'il a enclenché. S'il se contente de dire « je remets sur le métier l'ouvrage qui n'a pas été accompli », ça ne suffit pas. Il faut absolument qu'il invente dans cette campagne des choses nouvelles à faire ou des méthodes nouvelles. En tout cas, il faut que le Macron nouveau soit arrivé, pour parler comme les viticulteurs, il faut que le Macron nouveau soit arrivé pour qu'on puisse réélire Macron. Je fais crédit plutôt à son imagination de le savoir, mais ce n'est pas en effet complètement sûr. Deuxième point, c'est cette histoire de qui va arriver deuxième. C'est vrai que ce n'est pas nul. C'est ça qui dessine le combat de second tour, et que c'est un combat de second tour qui risque d'être plus compliqué
que nous ne le croyons tous, même moi. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui est très frappant dans les sondages, ça ne m'avait frappé à ce point que pour Sarkozy. Et je me demande chaque jour si c'est pire que pour Sarkozy ou simplement pareil. C'est qu'il s'était créé contre Sarkozy une véritable haine du personnage Sarkozy. Tout sauf Sarkozy. Le type est insupportable et on ne l'aimait pas humainement. Et je retrouve ça, et peut-être en pire, sur Macron. Tout sauf Macron. Ce type est insupportable. Ce type nous a menti. Plus exactement, parce que c'est ça la mode, ce type symbolise le mépris. C'est le mot le plus à la mode, mépris. Hein. L'autre jour, je sortais de chez ma marchande de légumes. Il y avait une cliente qui sortait de chez elle. Et la marchande de légumes prend à témoin les quelques clientes qui étaient là et montre à la cliente qui sort et elle dit « Ah, je sens bien qu'elle me méprise ». Et je me dis, voilà, c'est exactement ce que disent toujours les sondés en ce moment des politiques en général et surtout du principal qui est au pouvoir. C'est le mépris. Et on ne peut pas supporter, chez ceux qui sont supposés être les élites, on ne peut plus supporter ce qu'on croit être le mépris. Le mépris de classe, disaient jadis nos amis marxistes. Ce mépris de classe a suscité une haine très forte et qui s'ajoute aux dimensions politiques ordinaires des oppositions. Moi, je suis très frappé. Alors, les sondages ne valent qu'au moment où ils sont faits. Ils sont faits pour bouger après. Et les sondages de deuxième tour ne valent à peu près rien avant les premiers tours. Mais ils indiquent quand même un état d'esprit des gens. Ils ne sont pas indicatifs, mais ils sont indicatifs d'un état d'esprit tout de même. Regardez dans les sondages aujourd'hui, reportez-vous au site des instituts de sondage qui donnent l'ensemble de leurs résultats, et regardez par exemple le pourcentage des électeurs de Mélenchon qui voteraient Marine Le Pen au deuxième tour. A priori, c'est invraisemblable. Or, c'est aux alentours d'1 sur 5. Voilà, ça veut dire que la haine de Macron est tellement forte qu'il vaut mieux voter à l'extrême droite que de voter pour lui. Et je prends l'exemple dans ce sens-là, mais je pourrais le prendre dans les autres sens, car ça marche aussi. Donc voilà, c'est là que je te rejoins, Jean, sur le fait que tu veux bien mettre quelques bémols à mon enthousiasme macronien purement politologique. C'est vrai que c'est pas joué, je crois que c'est joué, mais c'est vrai que l'un des éléments qui font que ça n'est pas joué, c'est que même si le premier tour est conforme à ce que nous disent aujourd'hui les sondages, ou tout de même il est quand même plutôt à 27-28. Oui. Alors que la suivante est à 16-18. Avec un socle qui est encore une fois extrêmement solidifié. Avec un socle très solide, apparemment. Oui. Bon, mais c'est vrai que puisque la qualification pour le deuxième sera faible, et qu'il y a entre les clients à être candidats au second tour une telle haine commune de Macron, que ça peut faire dans les reports des voix des choses plus graves que ce à quoi on s'attend aujourd'hui. Donc pour ça, il faut sans doute attirer l'attention de Macron sur le fait que rien de ce qui peut ressembler au mépris ne doit exister parce que c'est terrifiant comme résultat dans l'opinion publique. Est-ce que tu serais d'accord, Roland, pour qu'on demande à nos amis de réagir à ce qu'on vient de dire, si vous en êtes d'accord, hein, je ne sais pas. De toute façon, oui, vous avez... vous avez vos micros, allez-y, il n'y a pas de appuyez, je pense, enfin c'est le plus simple. Hein. Voilà, il y a déjà une lumière qui s'allume. Allez-y. Oui, je vous écoute attentivement sur un peu le ressenti des électeurs. Par contre, il y a un élément que l'on a pu remarquer plus spécifiquement aux élections communales, c'est l'abstention. Tous les électeurs qui, eux, sont pas satisfaits, qui se cherchent et qui, de ce fait, ne se rendent pas aux urnes. Et quel jeu ça peut jouer, ces abstentionnistes, justement, dans cette élection présidentielle, au-delà du conflit qui va jouer un rôle aussi, mais je suppose que vous allez y revenir dessus.
Roland va certainement être beaucoup plus complet que moi sur cette question parce que évidemment c'est pas le point aveugle des sondeurs, l'abstention, mais c'est quand même toujours assez compliqué à saisir. Hein. Juste là aussi rappeler quand même que l'élection présidentielle est de tradition la plus participative des élections avec les municipales. Bon, que la participation aux dernières municipales, elle a été quand même terriblement impactée par l'effet Covid. Premier tour, bien sûr, mais le 15 mars, mais également le deuxième tour 14 semaines plus tard, hein, et en plus à toute fin de juin. Donc là, on a eu effectivement un niveau très important d'abstention. On peut dire que c'est conjoncturel pour ces municipales. Et puis les régionales ont marqué aussi une participation plutôt plus faible et les départementales aussi. Bon, ce qui est certain, c'est que les élections présidentielles les plus abstentionnistes ont été celles de 69, précisément au deuxième tour, hein, dans le duel Pompidou-Poher, avec cette fameuse phrase de Jacques Duclos et des communistes, bonnet blanc et blanc bonnet, donc un niveau de bulletin blanc, c'est le cas de le dire pour le coup, important, puis une abstention qui est record, qu'on n'a pas touché. Et puis deuxième élection la plus abstentionniste, c'est le fameux 21 avril 2002, où le premier tour est juste derrière 69. Ce qu'on peut imaginer, c'est que si le contexte, on pense que le contexte sanitaire sera quasiment effacé, hein, dans ces risques d'abstentionnisme. Bon, mais le contexte international peut effectivement générer des comportements difficiles à saisir. Ce qui est frappant, c'est que faut pas imaginer que plus il y a de candidats, plus les électeurs trouveraient sur étagère, entre guillemets, chaussures à leurs pieds, et seraient incités à aller voter. En réalité, l'abstention, elle peut aussi exister avec un nombre de candidats important, et c'était le cas au premier tour de 2002. En tout état de cause, si vous regardez bien, comment Emmanuel Macron a-t-il été élu par rapport aux inscrits au deuxième tour de 2017? Il a été élu avec 44% des inscrits. Alors on va dire c'est normal, il faisait 66% des exprimés, et Marine Le Pen faisait 33%. Enfin, si Marine Le Pen est candidate au deuxième tour, c'est qu'elle est autorisée à le faire. Et donc, son score est ce qu'il est. Et Macron fait 66. On n'est plus dans la situation du deuxième tour de 2002, avec un Chirac qui fait 82% des exprimés, et une participation qui monte de 8 points entre le premier tour et le deuxième tour de 2002. Bon. Donc, Macron est élu avec 44% des inscrits. En comparaison, François Hollande a été élu avec 39% des inscrits, et Nicolas Sarkozy avec 43%. Donc il est faux de dire, par exemple, que Emmanuel Macron a été mal élu en 2017. Et si vous regardez le rapport aux inscrits du vote Giscard en 74 et du vote Mitterrand le 10 mai 81, il est inférieur à celui de Macron. Par contre, en 2022, si vous avez un score en exprimé pour le vainqueur qui serait, en termes de probabilité, pour moi, je dirais 7 sur 10 Macron. Bon, si vous avez un score en exprimé qui est de l'ordre de 54 à 57% des exprimés, avec une abstention au deuxième tour qui sera forcément élevée, consécutivement à ce qu'a très bien expliqué tout à l'heure Roland, c'est-à-dire un niveau de haine qui fait que même si les électeurs n'iront pas voter pour la candidate ou les candidats qualifiés pour les candidates ou les candidats qualifiés au deuxième tour, ils s'abstiendront. Donc ça voudra dire que sans doute le niveau d'abstention sera plus important que les 25% du deuxième tour de 2017. Et ça veut dire que là, pour le coup, Emmanuel Macron, compte tenu de son faible écart en exprimé plus réduit et d'une abstention croissante, risque d'être, à mon sens, plutôt élu avec 35% des inscrits, ce qui serait à mon sens très compliqué pour son deuxième quinquennat. Roland. Oui, une interruption publicitaire d'abord.
le 21 mars prochain à 20h30. Vous aurez la joie d'assister tous à 20h30, donc sur la chaîne parlementaire, à un documentaire de 52 minutes que je viens de réaliser sur l'abstention. Donc, là, il va invalider tout ce que je viens de vous dire non, parce que. Mais au moins là, sans que personne puisse m'interrompre, même pas Jean, j'aurai 52 minutes avec des images, des interviews, des experts, tout, pour tout vous dire sur l'abstention. Mon seul désaccord avec toi. J'ai pris de sacrés risques. Parce que tu ne le savais pas. Mon seul désaccord, bémol avec toi, c'est que je pense qu'il ne faut jamais comparer les premiers et deuxièmes tours. En termes d'abstention, c'est très différent. Donc, pour moi, le record d'abstention au premier tour, c'est 26%. Et c'est celui-là qu'il faut viser, qu'il faut regarder pour le premier tour de cette élection-là. Et à mon avis, il va être pulvérisé. Ah oui. Je ne pense pas qu'on fasse moins de 35. D'abstention. On verra. C'est le deuxième pari que prend Roland. Hein, Oui. Parce que, vous savez, les politologues distinguent toujours l'abstentionnisme de gens qui n'en ont plus rien à faire, que ça n'intéresse pas, et un abstentionnisme politique plus actif, de gens qui veulent envoyer des messages au pouvoir. La vérité, c'est que l'abstentionnisme actif de gens qui veulent envoyer des messages, c'est très peu. C'est même pas 10% des abstentionnistes. L'abstention, c'est d'abord un phénomène de ras-le-bol. On n'y croit plus. Ils ne nous intéressent plus. Leurs promesses, il y en a marre. Ils viennent faire les beaux pendant les campagnes électorales et après, ils pensent qu'à leur carrière. Voilà, on en a marre. Et ça, c'est très dur de lutter contre ça. Parce que les gens ont le sentiment d'un éternel recommencement et que chaque quinquennat en rajoute une louche par rapport à leur déception profonde par rapport aux politiques. Et je pense que nous vivons encore une louche de plus par rapport à tous les quinquennats précédents. Donc là, je pense qu'on a quelque chose qui s'annonce comme extrêmement fort. Ensuite, je pense que nous sommes un pays qui n'a rien fait contre l'abstention. Un pays qui n'a d'abord rien fait pour l'inscription sur les listes électorales. Vous savez quand même que nous avons aujourd'hui environ 5 millions de personnes en âge de voter qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales. Nous maintenons 5 millions de personnes en dehors de la démocratie électorale. Nous sommes le seul pays occidental comme ça, où il faille s'inscrire sur des listes électorales, avec des délais en plus, 7 semaines avant un vote. Nous sommes le seul pays. Partout, il y a des votes, des inscriptions obligatoires, des correspondances avec les gens. Les Français, ça veut dire les parlements français, les hommes politiques français ont décidé de ne rien faire là-dessus parce qu'ils sont trop contents de la façon dont ça marche, à mon avis. Donc, on les met dehors. Deuxième chose, il y a ce que les spécialistes de l'abstention, que je ne suis pas, sauf le temps d'un documentaire, les spécialistes de l'abstention ajoutent aux non-inscrits les mal-inscrits. Les gens qui sont inscrits, parce que maintenant nous avons des inscriptions automatiques dans beaucoup de communes à 18 ans. Et on est inscrit dans sa commune à 18 ans chez ses parents en général. Mais évidemment, on ne vit pas chez ses parents très longtemps. Donc au moment où on devient vraiment électeur, on n'est plus chez ses parents. Soit on est étudiant ailleurs, soit on est travailleur ailleurs. Mais il faut se réinscrire et le même processus recommence. Et donc nous avons en plus de ces 5 millions, 7 millions de mal inscrits, de gens qui ne sont pas inscrits dans la commune où ils habitent en vérité. Et sur ces 7 millions, il y a 5 millions qui ne vont pas voter. Donc 5 plus 5, ça fait 10 millions de Français sur un corps électoral de 53 millions d'habitants qui n'est pas appelé au vote. Réfléchissons à ça. Quand on dit qu'il faudrait intéresser les gens à la démocratie, c'est peut-être le b.a.-ba. Et ça, personne ne s'en occupe. On me dit sans arrêt, il y a des associations, voter blanc, c'est exprimé. Très bien, voter blanc, c'est exprimé, mais il faut d'abord pouvoir être inscrit. Et nous avons une dizaine ou une douzaine de millions de Français qui sont mal ou pas inscrits du tout. Et sur l'abstention, c'est ce que je disais, c'est ce ras-le-bol. Alors, il y a au fond une chose dont on peut se dire qu'après tout, ça ne fait pas si mal les choses, c'est que si on obligeait les abstentionnistes à voter, alors évidemment, les sondeurs avec leurs gros bâtons essayent de temps en temps d'obliger les gens à faire des choses pour voir comment ils feraient.
Ben, on s'aperçoit que le vote obligatoire ne changerait pas grand-chose. On s'abstient à peu près également sur tous les bancs de l'Assemblée, je dirais. On dit souvent l'abstention c'est comme l'extrême droite ou l'abstention c'est comme l'extrême gauche. Non, il y a de tout. Et cette espèce de ras-le-bol devant la façon dont se comporte la politique, les politiciens, les hommes politiques, il est au fond assez répandu partout. C'est pas plutôt quand même au premier tour, ça, que ça se produit? Au deuxième tour, l'abstention de deuxième tour est pas Voilà. tout à fait pareil. Ah, au deuxième tour, je suis d'accord avec ce que tu as dit. C'est pour ça que je dis qu'il fallait séparer les deux. Oui, d'accord, oui. Au deuxième tour, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voter entre la peste et le choléra. Exactement. Oui. Oui, bien sûr. Mais voilà. Mais pour ce qui est de l'abstention de premier tour, qui va jouer un rôle dans ce scrutin, comme elle joue un rôle dans de plus en plus de scrutins, vous n'auriez pas vu au municipal les résultats que vous avez vus dans un grand nombre de villes, à commencer par Bordeaux, s'il n'y avait pas eu ces taux d'abstention. D'accord. Ça ne sera pas le cas au présidentiel. Il n'y a pas eu ces taux d'abstention et autant de villas sur le bassin. Voilà. C'est les mal inscrits. Non, mais qui était parti déjà croyant que la messe était dite, vu le sondage qui donnait 9 points d'avance à la liste sortante. C'est une façon de mal s'inscrire. Bon, en tout cas, voilà, on n'aura pas ça à ce point à la présidentielle, parce que tout de même, il y a plus d'abstention, il y a plus de participation au présidentiel. Les gens disent aux sondeurs, c'est la mère des batailles, l'élection présidentielle. Donc on n'y va plus, mais on va quand même encore à la présidentielle, parce que là, c'est important, quoi. Mais la courbe de la présidentielle suit malgré tout la même pente que les autres. Comme elle démarre de beaucoup plus haut, on va avoir bien plus de participation à la présidentielle qu'on a eu au régional ou au départemental, mais il faut bien qu'on se rende compte que la pente est la même et que la balle est renvoyée à nos politiques. On en a parmi nous. Et c'est à eux que revient de relever ce défi de réenchanter, comme ils disent, ça me paraît trop fort, réintéresser en tout cas les gens à la politique. Parce que ces mêmes Français, je vais quand je les mets autour des tables pour discuter dans un documentaire, qui sont contre la politique, qui veulent s'abstenir, si vous leur faites parler de politique, ils adorent ça. Donc c'est vraiment un problème du côté de ceux qui font la politique. Il y a là une crédibilité qui a disparu et qui, à mon avis, ne demande qu'à être là si on met, comme ils le disent eux-mêmes, les gens un peu plus dans le coup. Oui, allez-y, parce que j'ai proposé que... Allez-y. J'ai une question en deux volets. Est-ce que vous avez des éléments d'analyse sur la profonde désaffection des jeunes de la tranche 18-25 ans sur ce scrutin? J'ai lu qu'en fait, jamais autant les jeunes s'étaient si peu intéressés à ce qui s'était passé durant la campagne et en général sur la politique. Et deuxième volet, est-ce que vous pensez que ça peut être corrélé avec le fait que durant cette campagne, si j'ai bien lu, il y a eu à peu près 2% de l'ensemble de tout ce qui a été retransmis, qui a été consacré au réchauffement climatique? 2%, j'ai pas compris. 2% en fait des débats restitués à la télé, à la radio, voilà. Donc une absence quand même assez flagrante de tous les débats sur le réchauffement climatique durant cette campagne. Oh non, oui. Alors, vous prenez tout ce que j'ai essayé de dire sur les abstentionnistes, vous en rajoutez 50% et vous avez la situation des jeunes. Voilà. Tout ce qui concerne l'abstention, ça concerne d'abord les jeunes et d'abord les moins de 25 ou les moins de 30 ans. Le dernier bouquin paru, je pense, c'est celui de mes collègues Frédéric Dabi et Stuart Shaw, qui s'appelle La Fracture, qui est consacré aux 18-30 ans. Si vous parcourez ce bouquin, vous verrez un nombre de données formidables, formidables à tous les sens du terme, impressionnant mais qui fait peur, sur la désaffection, le rejet du politique. Et en même temps, ce que j'essayais de dire en terminant moi-même, un intérêt en même temps pour l'engagement politique, mais pas pour l'engagement électoral, pas pour la confiance dans les politiques institutionnelles. Et c'est extrêmement fort. C'est le cœur même de l'abstention abstentionnisante, c'est les 18-25 ans. Ça
ça s'améliore un peu, mais ça c'est une vieille leçon de l'abstention. Mon vieux maître Alain Lancelot avait fait sa thèse sur l'abstentionnisme électoral et il montrait, à l'image de ce qu'avait montré jadis Durkheim sur le suicide, que c'était au fur et à mesure qu'on avait des rôles sociaux intégrés dans la société, qu'à la fois on vivait plus, on se suicidait moins, on participait à tout, et y compris aux élections. C'est toujours vrai. Donc si on se marie, qu'on a des enfants, mais on l'a de plus en plus tard dans nos sociétés, on vote un peu plus, on participe un peu plus à la vie institutionnelle. Mais chez les jeunes, la désaffection est absolument profonde. C'est de l'ordre du fossé qui s'est créé, spécialement dans un pays comme la France, où nous sommes le plus grave cas des pays de l'Union européenne. Quant au changement climatique, si on interroge les Français aujourd'hui sur les choses qui les intéressent le plus en cette période électorale, il y a les deux éléments, deux items, comme nous disons, qui sont toujours en tête, qui sont l'économique et le social. Alors vous les appelez comme vous voulez, pouvoir d'achat, etc. Jadis. Donc c'est en tout cas les problèmes économiques et sociaux qui sont absolument centraux et arrivent en troisième position en se battant entre eux. Ce n'est pas tout à fait les mêmes électeurs. La sécurité et l'environnement et le changement climatique. Donc c'est quand même très haut dans la liste des préoccupations des gens. Pourquoi est-ce que ça n'est pas plus haut dans les débats politiques? Je crois pour les mêmes raisons que des tas de thèmes très importants pour la planète n'apparaissent pas très fort dans les débats parce qu'on ne sait pas comment faire du clivage. Je me souviens quand on travaillait sur les jeunes et leurs préoccupations, il y avait beaucoup la faim dans le monde. Et la faim dans le monde, les gens étaient très sensibles à l'existence de la faim dans le monde. Et en même temps, les gens qui étaient censés s'en occuper disaient, qu'il y avait des associations, etc., disaient on n'arrive pas à les motiver parce que les gens pensent que c'est trop dur, c'est inéluctable. On ne va pas y arriver, quoi. Et il y a probablement avec le changement climatique ce genre de tension. On sait que c'est là. On sait que c'est gravissime. On sait de plus en plus ce que nous dit le GIEC, qui nous dit ça de façon de plus en plus précise, de plus en plus angoissante. Et en même temps, à part chez les très jeunes qui incitent leurs parents à ne pas laisser la douche allumée, des petits gestes comme ça, où des gens croient que ça peut changer les choses, il y a quand même aussi tout un côté chez les politiques. Qu'est-ce que je vais dire de plus que l'autre? Qu'est-ce que je peux vendre à une opinion publique qui croit que c'est inévitable? Je te coupe parce que je te trouve plutôt bienveillant à l'égard des formations politiques. Je vais dire, je rebondis tout de suite. Et ce que je pense c'est important de retenir ce que vous dites, à savoir finalement c'est très peu évoqué. Vous donnez ce chiffre. Bon, en tous les cas, ce qui compte c'est la tendance. Effectivement, c'est pas un thème qui est mobilisé par les formations politiques. Mais j'ai tendance à penser que c'est parce qu'il n'y a on est j'allais dire, dans le télescopage presque sartrien très classique. Hein, quand Sartre écrit huis clos, il dit qu'il a voulu conjuguer deux choses, les soucis profonds et les causes occasionnelles. Bon, la cause occasionnelle, quand on est candidat à une élection, si je puis dire, la conjoncture, ou quand on est avec des partis politiques qui portent des candidats à une élection, c'est quand même d'essayer de faire à peu près un score qui soit pas totalement ridicule et qui éventuellement peut permettre, même si les choses vont bien, d'être compétitif et d'être en finale. Bon, et donc d'une certaine façon, il y a tout à fait je pense, le souci de ne pas aborder les sujets qui fâchent. C'est même pas les sujets dont on peut se dire que c'est trop lourd à entendre pour les Français. C'est les sujets qui fâchent. Une des causes, à mon sens, de l'effondrement du Parti socialiste aujourd'hui, c'est pas du tout parce que Anne Hidalgo est pas au niveau, etc. C'est que
la question on dirait du reset du logiciel social-démocrate sur la question de qu'est-ce que c'est que l'économie sociale, l'écologie sociale. Comment conjuguer l'écologie qui imposera des sacrifices très importants dans le mode de changement de vie avec la justice sociale. Eh bien, cette question-là n'a pas été mise à l'agenda politique du PS depuis 2017, alors que d'une certaine façon, ils avaient 5 ans pour essayer d'y réfléchir et inventer un modèle qui aurait pu être peut-être justement ce modèle d'une écologie socialiste comparable à ce que François Mitterrand et d'autres ont porté après Épinay en 71. Autrement dit, les partis politiques, à mon sens, n'ont pas envie de dire et de proposer des choix qui vont être extrêmement non électoralistes et pour tout dire, repoussoirs par rapport à l'électorat. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas une formation politique aujourd'hui, y compris chez les écologistes, qui, j'allais dire, tiendrait un discours churchillien de sang et de larmes par rapport à l'environnement. Donc j'ai tendance à penser que les partis s'auto-censurent sur cette question-là. Et ça, d'une certaine façon, c'est là que le paradoxe est peut-être à son comble. Vous savez que dans la grande enquête du Cevipof, depuis 11 ans, sur le degré de confiance des Français dans ce qu'on appelle globalement les institutions. Alors, c'est un terme qui est très large, dans lequel on met aussi bien l'armée que l'Église, la sécurité sociale, et même les partis politiques et les médias. Cette enquête est très intéressante puisqu'elle est faite depuis 10 ans, 2009-2019. Au sommet de la confiance, vous avez l'armée, 77%. Vous avez la police, qui est plutôt bien placée. Et puis, un troisième, je crois que c'est l'éducation qui est bien placée. Et puis, tout en bas, vous avez les médias, 25% de confiance dans les médias, et 12% des partis politiques, c'est les derniers. Donc, tout ça, à mon sens, participe du fait que les partis sont considérés comme ne proposant pas les solutions qui vont bien, mais en même temps, s'ils les proposaient, je ne suis pas persuadé qu'ils seraient entendus. Roland. Oui, moi je trouve là pour le coup, d'accord avec beaucoup de choses que tu as dites, mais d'abord, les tentations écologiques de François Mitterrand dans les années 70, elles m'ont passé au-dessus de la tête complètement. Non, tu m'as pas compris. Je n'ai jamais entendu parler. Non, tu m'as pas compris. J'ai pas du tout parlé de Mitterrand. Mitterrand. S'il y en avait, un type qui s'en foutait. Oui, non, mais il est complètement d'accord. Sauf qu'il parlait à ses arbres, à l'âge, et ça, c'était son écologie de quartier. Ouais. Non, j'ai pas du tout dit ça. J'ai dit que, à la manière de Mitterrand, renouvelant la social-démocratie en 71, totalement sans écologie, qui n'était pas du tout à l'agenda, le Parti socialiste aurait pu faire ce travail de réflexion à cette fois-ci, après 2017. C'est ça que je voulais dire. Hein. Non, un Mitterrand écolo, non, pas du tout. Non, mais ça, alors, moi, je trouve que de ce point de vue, et la gauche et la droite méritent ce qui leur arrive. Franchement, qu'est-ce qu'ils ont fait? La social-démocratie, elle a rempli sa mission historique. Le continent européen vit sur les acquis de la social-démocratie. Nous avons un capitalisme qui a su faire des compromis avec la question sociale, comme on disait. Nous avons une démocratie politique qui fonctionne. Nous avons le progrès. Voilà. La social-démocratie a tellement gagné partout qu'elle a rempli son programme et elle a terminé. Il n'y a plus de programme. Quand il n'y a plus de programme, on pourrait arrêter. Hein, c'est ce que font certains programmateurs de musique. Il n'y a plus de programme, on arrête. Eux, ils ont continué. Mais franchement, alors on me dit, des socialistes, il y en a plein ici dans cette région. Les socialistes me disent, mais c'est pas vrai. Il y a plein de pays dans lesquels elle revit, regardez l'Allemagne. Alors moi, je ne vois qu'un pays dans lequel ça existe, c'est le Portugal. Bon, mais pas encore, ils ont gagné tout seuls. Mais en Allemagne, les résultats du SPD,
c'est le plus mauvais résultat historique depuis l'invention du SPD. Ils se retrouvent avec le poste de chancelier parce qu'ils font une alliance à 3. C'est la première fois qu'on doit faire une alliance à 3 pour faire une majorité parlementaire. Et ça sauve la social-démocratie. Mais elle suit exactement la même loi que les autres social-démocraties, y compris la française. La première qui a compris qu'il fallait fermer la porte, c'est les Italiens. Vous avez remarqué, depuis 20 ans, il n'y a même plus de parti socialiste italien. Donc là, vraiment, on a une expression incroyablement forte, à part ceux qui ont su, au niveau régional, départemental ou municipal, conserver un socialisme de proximité et de progrès. Au niveau national, dans nos pays européens, il n'y a plus de social-démocratie. Et malheureusement pour la social-démocratie nationale, les social-démocraties régionales ne servent pas au niveau national. Et c'est la même chose pour la droite. La droite, ses programmes économiques de rigueur et de raison budgétaire et financière ont été intégrés par les différentes forces politiques. Elles n'ont plus d'objet, elles n'ont plus de programme. Écoutez cette pauvre Valérie Pécresse essayer d'aller disputer ses voix à Zemmour et à Marine Le Pen, et du coup ne sachant même pas comment se comporter, tellement cette démocrate libérale centriste européenne n'est pas à sa place. Là, je crois qu'on a vraiment des choses sur le fond qui ont atteint, je disais, le coup de génie de Macron en 2017, et gauche et droite, et ça a fait disparaître, du coup, et la gauche et la droite, telles qu'elles étaient propriétaires de leurs boutiques. Et elles ne servent plus qu'à défendre leurs boutiques, lesquelles ne défendent plus rien. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est le divorce entre... Parce que moi, je dis, les Français sont beaucoup plus demandeurs de débats sur le changement climatique. Je dis souvent, 3e ou 4e demande des Français pour cette campagne électorale, qu'on nous en parle plus et qu'on dise quoi faire. Donc moi, je pense que c'est pas la faute des Français, c'est la faute d'une espèce d'inquiétude des politiques à savoir le faire. Moi, j'étais peut-être un peu trop gentil en disant ils savent. Mais je veux dire, c'est quand même aussi un problème de voir que dans un pays comme la France, l'écologie ne se développe pas sur l'écologie. Alors, on peut toujours dire Jadot, il n'est pas bon. Moi, je ne sais pas s'il est bon ou pas bon. Mais chaque fois qu'on a un candidat, il faut croire qu'il est bon, puisque ça ne marche pas. Et on est un pays dans lequel l'écologie n'arrive pas à creuser son chemin. Alors, on l'a vu un peu aussi au municipal, abstention aidant, mais c'était le seul module de changement idéologique qu'on ait pu repérer dans les partis classiques. C'était l'irruption, grâce notamment au climat, mais pas seulement au climat, grâce à la pollution qui a incroyablement intéressé les gens, la pollution de l'air et de l'eau. Il y a eu une envie d'écologie. Et cette envie d'écologie ne se traduit pas politiquement pour le moment par des progrès des forces politiques qui vont avec. Ni ceux qui en sont les détenteurs d'origine, ni ceux qui ont essayé d'intégrer ça dans leur logiciel. Il y a une question, voilà. Oui, oui, Marwan Beckley. Allez-y, allez-y. Je voudrais revenir un petit peu sur le thème de l'abstentionniste, et ce que vous l'avez relaté dans le « je m'en fous, il y en a marre », que le politique, une fois arrivé en place, il ne s'occupe plus de rien à part de sa carrière. Ça, vous l'avez bien entendu, et ça, je l'entends tous les jours. Alors, puisque nous l'entendons, la question, est-ce que le politique, lui, il l'entend? Et s'il l'entend, qu'est-ce qu'il fait pour éventuellement faire quelque chose, c'est-à-dire se faire insulter sans réagir, courber l'échine, continuer à faire carrière comme ça, ne fait qu'accentuer la haine en question que vous avez relatée et continuer ce que disaient les gens, le RAF, ça veut dire rien à foutre. Il fait son boulot. Voilà, j'ai dit, je voudrais vous entendre sur ce problème-là. Merci. J'y vais. Mon hésitation, elle tient au fait que je suis toujours gêné, à titre personnel, par ce qu'on peut appeler un bruit de fond, hein, qui est... alors, il y a un terme qui est employé, mais qui n'est pas juste, qui est ce qu'on appelle l'anti-parlementarisme
de la société française, hein, qui est, enfin, qui veut dire en fait ce terme anti-parlementariste, c'est encore, ça dit mal la réalité. C'est plutôt ce rejet ou ce conflit, ce mépris que la société nourrirait à l'égard de ces élites, et en particulier ces élites électives. Bon. C'est quand même une constante historique, ça, dans la société française. Hein, il y a une tradition, hein, une sorte de permanence qui a tendance à considérer que les personnalités élues, quelles qu'elles soient, s'en mettent plein les poches, hein, et qu'elles sont corrompues. Ce qu'on peut constater, c'est que d'abord, la France a peut-être été en retard en matière de contrôle de l'honnêteté des élus. Mais je me souviens, dans cette enceinte même, avoir participé à un débat sur la déontologie dans notre société. Il y avait un représentant un haut fonctionnaire de la Commission de Bruxelles qui disait que les Français ne se rendaient pas compte que depuis à peu près une dizaine d'années, le contrôle du personnel politique en France était assez exceptionnel et en pointe par rapport à ce qui se fait ailleurs en Europe, en termes de législation, en termes d'obligation de déclaration de patrimoine, etc., etc. Bon. Donc il y a, je pense, des efforts qui sont faits pour traquer réellement la corruption. Oui. Pourquoi c'est pas dit? Ah ben ça, je sais pas. Attendez, ça c'est un autre débat. Mais encore une fois, je pense pas que la France soit irréprochable, hein, mais il y a quand même eu, à travers un certain nombre d'affaires spectaculaires et réellement scandaleuses, un renforcement du processus législatif. Deuxièmement, les élus en France, vous savez qu'il y a à peu près 550 000 élus en France, hein, tout confondu, ils sont parmi ceux qui sont les moins bien indemnisés et les moins bien, j'allais dire, dédommagés de leur engagement citoyen. Hein. On va pas faire l'état des 34 500 maires de France aujourd'hui, mais enfin, vous savez très bien qu'il y a quelques élus locaux ici dans cette enceinte, que c'est littéralement scandaleux quand on sait qu'un mandat de maire, c'est, comme on dit aux États-Unis, 24/7. Hein, ok ? Bon, donc de ce point de vue-là, il suffit de dire, une des rares fois où je me suis pris un courrier des lecteurs assez incendiaire à suite d'une interview dans Sud-Ouest, c'est quand j'ai dit que les élus étaient mal indemnisés, mal considérés et mal gratifiés de leur travail d'élu. Hein, je me suis pris un courrier en disant que le scandale, ils sont tous pourris, etc. C'est pour ça que je suis assez réservé par rapport à ce genre d'interprétation. Et pourtant, et on a un petit peu le sentiment, et Régis Debray dit des choses qui sont à mon sens très justes là-dessus, et je termine, Roland, dans un petit bouquin où il évoque en particulier l'obscénité démocratique, hein, et ce qu'il appelle ça le tout à l'ego démocratique. Les élus ont tendance à, je ne sais pas pour quelle raison, à courber les chines devant des critiques qui les mettent plus bas que terre, pensant peut-être s'attirer la bienveillance de ceux qui les critiquent. Et ça, à mon sens, c'est une erreur fondamentale. Il ferait mieux d'expliquer que le métier d'élu, c'est un métier d'élu politique, c'est un métier temporaire, mais c'est un métier, nécessite d'être respecté. Voilà. Alors, moi, je suis d'accord sur les indemnités. Je pense personnellement qu'il faudrait même réévaluer nettement les indemnités perçues par les élus, parce qu'ils sont censés être les cadres de la démocratie. Il faut donc les payer comme les cadres de la démocratie. Je ne suis pas et s'occuper d'un statut, oui. Ça ne veut pas dire qu'on en ait forcément besoin de 550 000, en revanche. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ait besoin de 550 000. Ah oui. Voilà. Peut-être que moins d'élus, plus efficaces, mieux payés, j'en sais rien. Mais en tout cas, le problème me paraît pas être celui-là. Moi, le problème me paraît être... moi, je crois que les Français ont raison de penser que les élus ne s'intéressent pas assez à leurs électeurs, qu'ils ont raison, et qu'ils s'intéressent trop à leur carrière politique, parce que c'est ça leur métier. La vocation d'un élu,
c'est d'être réélu. Et donc je me dis, c'est pas avec des trucs qu'on va arriver à s'en tirer. Et ma conviction, mais alors c'est tout un autre débat qu'il faudrait qu'on ait, ma conviction c'est que, j'ai dit tout à l'heure qu'on était allé au bout des logiciels de la gauche et de la droite tels que nous les avons connus depuis 50 ans, je crois qu'on est aussi arrivé au bout de la démocratie représentative. Que sans doute on peut l'améliorer, sans doute il faut l'améliorer, mais qu'assurément ça ne suffit plus. Les Français, pas plus que les Italiens, les Suédois ou les Allemands, ne peuvent désormais se satisfaire totalement d'une démocratie qui ne soit qu'une démocratie représentative. Les gens ont un niveau d'éducation, un niveau de conscience politique, un niveau de formation personnelle qui a augmenté considérablement. Ils veulent avoir leur mot à dire sur les choses, ils veulent avoir leur mot à dire sur leur avenir, sur l'avenir de leurs enfants. Ils veulent être traités pas seulement comme des administrés, mais comme des égaux, comme des citoyens. Et donc, il faut, moi je crois, absolument avoir des formules de démocratie citoyenne, comme on dit, de démocratie participative, qui ne remplacent pas forcément la démocratie représentative, mais qui s'y ajoutent, qui la concurrence. Et tant qu'on n'aura pas des mécanismes qui permettront aux citoyens de jouer leur rôle, eux n'accepteront pas que le seul rôle soit joué par les élus. Voilà la piste de réflexion que j'aimerais vous donner. Jean-Marie. Allume ton micro, Jean-Marie. Le propos, parce que cette France de gens cultivés, intelligents, etc., comment expliquer, si vous avez la même analyse que moi, la formidable montée de la violence de l'extrême droite, de la violence dans les propos, de la violence dans les actes, on s'attaque physiquement aux élus, on brûle les choses. Je veux dire, je n'ai pas le souvenir, j'ai quand même 80 ans passés, j'ai le souvenir de mouvements violents, mais j'ai l'impression, alors tout à l'heure Roland évoquait à propos de la haine, en disant je me demande même si la haine contre Macron n'est pas plus grande que celle qu'elle était contre Sarko, mais là moi je suis absolument effaré qu'un pays civilisé, je veux dire que Zemmour continue à grimper, qu'il sort des choses incroyables dont on se dit non, les gens sont trop intelligents, ils vont pas suivre ça quand même. Eh bien, s'ils le suivent, et si les chiffres qu'on donne sont exacts, parmi les gens qui se mouillent politiquement, on sera à plus de 30% de gens qui se rangent dans des positions vraiment extrémistes de droite, extrémistes. Est-ce qu'on a eu ça depuis les années 30? Est-ce qu'on a connu ça en France depuis les années 30? On n'a pas connu ça, et plus grave, Jean-Marie, on l'a connu nulle part. Ben non. Qu'est-ce que tu veux? Il a fallu... Moi, je vous rappelle quand même que Hitler n'a pas eu de majorité absolue au Parlement. Il a fallu que nos amis démocrates chrétiens les rejoignent pour faire une majorité. Donc on arrive, en tout cas, dans la période historique que nous vivons, dans ces 20 ans-là, nous sommes au record en France. C'est-à-dire que l'ensemble des pays d'Europe nous regardent avec une surprise inquiète. Alors, moi je crois que ça renvoie à tout ça. Je crois que ça renvoie aussi à cette idée, il y en a marre. Et qu'il ne faut pas mélanger la violence physique. Moi je ne suis pas sûr que la violence physique soit tellement plus importante aujourd'hui qu'elle était dans les années 30. Elle est moindre. Oui, bien sûr, elle est moindre. Et si on prend tous les indicateurs de violence, alors les crimes, etc., on est sur une pente longue de diminution. Non, mais la politique, Jean-Marie, enfin... Sur la politique, je t'en prie, Roland. Sur la politique, il y a ce que je disais. Il y a ces gens nous méprisent, ces gens ne font pas le boulot, il y en a marre. Et ça donne des actes aussi où on a envie de leur dire « Arrêtez, ça suffit, tais-toi ». Et puis, qui sont les gens qui disent ça? C'est l'extrême droite. Qui sont les électeurs de Marine Le Pen? Pour la moitié d'entre eux, c'est d'anciens électeurs communistes et socialistes. Ils ne sont pas tombés du ciel de je ne sais où. C'est des gens du peuple qui en avaient marre d'être traités comme ça. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose chez Zemmour, où il a un mélange. Il a un mélange de jeunes prolétaires
et de bourgeois très diplômés. Je les reconnais parce que j'ai le patron de mon salon de coiffure à Paris. Vous me direz, il est peut-être pas très doué, mais enfin, bon, le patron de mon salon de coiffure, mais c'est un très beau salon de coiffure parce que des salons de coiffure que pour hommes dans le 8e arrondissement, il faut avoir réussi. Et alors il me dit, vous comprenez Zemmour, je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, mais il est formidable parce qu'il nous parle de l'histoire, il nous parle de Louis XIV, de Napoléon. On se sent plus grand quand on l'a écouté. Eh bien, j'ai retrouvé ça dans les études qualitatives de CNews sur les raisons du succès de son émission. Les gens ne notaient pas vraiment l'anti-islam, contre les hordes d'immigrés. Ça les intéressait qu'à moitié. Ce qui les intéressait, c'était cette culture. Le type est au-dessus de la mêlée. Oui, et donc, c'est des mélanges très étranges, les motivations des gens. Tu vois ce que je veux dire, Jean-Marie? C'est que tu as des courants. Alors, moi, cela dit, moi, je crois que Zemmour ne sera pas au deuxième tour. Pour les raisons que tu as dites. Il y a un moment où too much is too much. Et puis maintenant, il y a la Russie. Et là, ils ont entendu tout ce qu'il a dit sur. En ce moment, il baisse quand même. Hein. Marine Le Pen ne baisse plus. Valérie Pécresse ne peut plus beaucoup baisser. Et Mélenchon continue de monter un petit peu. Et Mélenchon monte doucement et Zemmour baisse. Il n'est pas impossible qu'il repasse sous les 10. Donc voilà, tout n'est pas forcément perdu. Ça c'est vrai. Oui, oui. Ça, mais, vrai. Non, mais je partage complètement ce que dit Roland en répétant les propos de son patron de salon de coiffure. Ça me faisait penser à cette très belle phrase de Chateaubriand. Napoléon construisait ses victoires sur les rêves de ses soldats. Hein. Quand tu soi-disant donnes à un public une occasion de t'échapper, hein, de ta quotidienneté, même si c'est une histoire qui est réécrite et complètement instrumentalisée et qui fait bondir les historiens scientifiques, d'une certaine façon, ça fonctionne parce que Paul Ricoeur appelle ça une identité narrative, parce que tu crées une identité par un récit. Bon. Mais là où je suis pas du tout d'accord avec toi, Jean-Marie, c'est que cette violence dans la vie politique, enfin quand même, tu te souviens comme moi de ce qui s'est passé entre 61, 62, 63, même 64 en France. Tu vas me dire, mais bon, c'était la fin de l'Algérie, c'était les attentats de l'OAS. Enfin, cette tentative d'assassinat contre le général de Gaulle, c'est un petit peu autre chose. C'est un petit peu autre chose que de dire je déteste Macron. Ou je déteste Sarkozy. Enfin, le nombre de ministres qui étaient sous protection, et parce que tout simplement il y avait des bombes qui sautaient à leur domicile. On se souvient de ce qui s'est passé avec la petite voisine de Malraux. C'était Delphine Roland, merci Roland, merci. Vous voyez que c'est quand même toujours le patron. Hein. Bon, là il y avait une violence. Et petite histoire, je travaillais, il n'y a pas longtemps, j'ai fini sur l'appel de l'abbé Pierre, hein, du 1er février 54. Bon. Et en travaillant sur la biographie de l'abbé Pierre, je constate qu'il quitte l'OMRP par une lettre de démission à la suite d'une manifestation à Brest qui se traduit, peut-être que Roland va nous donner le nom, par le meurtre d'un jeune ouvrier tué à balles réelles par ce qui étaient les successeurs des Moblots. Alors que Jules Mock avait inventé justement les CRS pour faire en sorte qu'on arrête de tirer dans les manifestations. Bon, il y a eu 4 morts en 68. Alors, c'était pas en mai, c'était en juin. Il y a eu un commissaire de police écrasé à Lyon par un camion fou qui a été lancé, et puis il y a eu 3 jeunes, dont 2 jeunes ouvriers à Sochaux en juin, alors qu'on pense que tout est fini. Il n'y a pas eu de mort à l'occasion des Gilets jaunes. Il y a eu des gens qui ont été, alors que la politique de maintien de l'ordre a été scandaleusement menée, en particulier par quelqu'un qu'on connaît bien, qui était l'ancien préfet de Bordeaux, l'Allemand, qui est passé préfet de police à Paris. Bon, mais je veux dire que la violence de notre vie politique aujourd'hui, même dans les mots,
les insultes dans le débat politique, bonjour Alain, les insultes dans le débat politique dans les années 30, mais c'est énorme. On ne tolérerait pas, je pense, le 10e de la moitié de cela aujourd'hui. Bonjour Alain. On a pas mal discuté en absence. Maintenant, on va te donner la parole parce qu'on a assez parlé. Alors, je viens de voir que c'est à 20h30 que la fameuse lettre de candidature doit être en ligne, d'après ce que dit Sud-Ouest, d'après un urgent. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, ou des réactions, hein, surtout, ou des contradictions? Ah, merci, parce que je ne voyais pas la lumière. Voilà, allez-y. Une question pour poursuivre. Donc, on imagine effectivement que le scénario pour la présidentielle est joué. L'est-il aussi pour les législatives? Sont-elles un peu plus compliquées ou moins automatiques qu'à l'accoutumée? On ne va pas faire le résumé des épisodes précédents à Alain, mais ça commençait par la question qui est posée là. Les dés sont-ils jetés? Et là, Roland a pris un pari sur l'avenir. Il dit que oui, pour la présidentielle. C'est Mélenchon qui va être élu. Avant de prendre définitivement ma retraite, il fallait bien que je fasse un coup d'éclat. Alors, évidemment, je pourrais... Est-ce que vous pouvez allumer votre micro, Madame le maire? Excusez-moi. Vous dites que Emmanuel Macron sera le premier président réélu sans cohabitation. Mais avec le nouveau système électoral, c'est normal qu'il soit pas en cohabitation, parce que il est arrivé élu, après il y a eu les législatives, bon, mais on sait ce que c'est derrière un président, et là, les législatives vont être après son élection, donc forcément, il peut y avoir une cohabitation. Voilà, c'était pour continuer. Merci. Excusez-moi de vous avoir coupé. Alors en effet, il risquait pas d'avoir de cohabitation. Enfin, il y a des gens qui se sont débrouillés pour se créer des frondeurs alors qu'ils avaient une majorité. Pardon à mes amis socialistes, ici présents ou pas. En tout cas, la question se pose maintenant. Je ne rencontre que des gens qui me disent, même si Macron est élu, ça va être beaucoup plus dur à l'Assemblée nationale. Il va pas trouver de majorité. Et moi, ce que je ne vois pas, mais parce que je crois toujours à une espèce d'avantage des sciences expérimentales sur les sciences sociales, je ne vois pas pourquoi les mêmes causes ne reproduiraient pas les mêmes effets. Donc, les Français, ils se sont adaptés et au quinquennat et au changement de calendrier, et ils ont compris que les élections législatives, c'était des élections secondes dans le système politique, que la mère des batailles, c'est l'élection présidentielle. Et donc, ils ont adapté leur vote législatif à ce nouveau système, 2 fois déjà, et ils ont donné une majorité au président qu'ils avaient élu. Ils lui ont donné parce que ceux qui étaient le plus tentés de ne pas les lui donner ont préféré rester chez eux, en se disant « on a perdu, vogue la galère, on ira la prochaine fois ». Ça a marché 2 fois, et réellement, même si je sens que tout le monde, chez les observateurs, comme on dit, me dit, mais attention, Roland, là, c'est quand même plus dur. S'il repasse, là, dans une France aussi crispée, dans ce pays qui est devenu un archipel. Alors, d'abord, je ne crois pas que le pays soit assez crispé que ça. D'abord, je vous conseille absolument de lire le bouquin de mon jeune confrère, parce que c'est moi qui l'ai formé, Jérôme Fourquet, qui s'appelle L'Archipel français. C'est un livre formidable. Et La France sous nos yeux, qui est là. Voilà. Et c'est l'autre livre. Ces 2 livres sont des livres formidables et dont je désapprouve toutes les conclusions. Toutes leurs données sont formidables. Vous apprendrez tout sur chaque secteur de l'opinion française. Mais l'idée que la France ne soit plus une société, mais soit devenue un archipel, me paraît absolument fausse. Nous sommes une société qui se construit avec ses difficultés, ses chaos, ses clivages. Mais c'est faux qu'on voit disparaître la société française au profit d'une archipélisation. Je ne le crois pas. Donc, en fonction de tout ça, je ne suis pas absolument sûr qu'on aura réellement, inévitablement, une assemblée hostile, voire même composite. Je vais vous dire une chose, pourtant, moi, d'un point de vue du fonctionnement démocratique du système, ça ne me déplairait pas
ça ne me déplairait pas qu'on ait un président de la République qui soit un peu plus forcé de passer des compromis avec des groupes politiques au sein de l'Assemblée. Il y aurait quelque chose d'allemand là-dedans que j'aimerais bien. Il faudrait quand même se mettre un peu d'accord avec des oppositions, des gens qui ne sont pas idiots parce qu'ils sont opposants. Voilà, ça ne me déplairait pas. Eh bien, je n'y crois quand même pas. Si je devais à nouveau ce soir faire un pronostic, je pense que celui qui gagnera la présidentielle va sans doute, peut-être dans des conditions moins favorables que la dernière fois, peut-être en incluant ses alliés du MoDem, de Horizon et de je ne sais quoi, mais pourrait tout de même gagner aussi les législatives. Si vous le répétez et que ce n'est pas ce qui se passe, je dirais absolument. Ben peut-être que je dis quelques mots, mais tu pourrais peut-être réagir à cette réflexion, Alain. Hein. Je partage l'analyse de Roland hein, sur l'effet de souffle, hein, l'effet de blast hein, de la présidentielle, exactement pour les raisons qu'il a pu expliquer. Et là encore, vous allez dire, tendance à vraiment regarder dans le rétroviseur, mais en 1988, François Mitterrand, qui a été bien réélu à la présidentielle contre Chirac, alors bien sûr dans les circonstances qu'a évoquées tout à l'heure au début de notre séquence Roland, hein, sortant de cohabitation, bon voilà. L'Assemblée de 88, elle n'a pas la couleur du rose vif de 81. On est sur une majorité relative. Alors, que quelque part, d'ailleurs, je crois que François Mitterrand avait vraiment souhaité, compte tenu de la personnalité du Premier ministre, du Premier ministre qu'il avait nommé, hein, pour lever la fameuse hypothèque Rocard. Et s'il n'y avait pas eu tout le talent du regretté Guy Carcassonne, qui était le Sherpa de Rocard à l'Assemblée, je crois qu'ils ont dû atteindre jusqu'à une trentaine de fois l'utilisation du 49.3, c'était possible à l'époque, où ils négociaient des majorités sur le fil, bah, ça serait sans doute encore été plus compliqué pour Rocard. Je t'en prie. Des 49.3, mais Carcassonne m'avait dit, si tu sais ce que ça m'a coûté en nombre de ronds-points à bâtir dans les villes de France. J'imagine, mais à l'époque, c'était le cumul des mandats, si tu veux. Donc c'est sans doute plus compliqué aujourd'hui. Mais par contre, je trouve que, enfin, ce qu'a évoqué comme hypothèse Roland, à savoir une obligation peut-être pour le président et son Premier ministre de travailler avec sa majorité qui sera composite, c'est déjà le cas. La REM n'est plus majoritaire en absolu, et le MoDem s'est retrouvé avec un transfert de parlementaires de la REM, et puis il y a eu la création de d'autres groupes. Hein. Donc on peut très bien arriver à une assemblée qui serait avec une majorité présidentielle, mais fragmentée, et j'ai tendance à penser, comme ça sera nouveau, qu'un président aura été réélu pour un deuxième et dernier, pour comme on dit un second en français dans le texte, quinquennat, le soir même de son élection au deuxième tour, Emmanuel Macron, il est déjà plus président, d'une certaine façon. Puisque on connaît le terme cette fois-ci. Donc un certain nombre d'appétits vont rentrer en campagne le lendemain matin même, dans la perspective de 2027. Et ça, à l'intérieur de sa propre majorité, vous voyez ce que je veux dire, en particulier peut-être pour un qui a été un ancien Premier ministre, d'Emmanuel Macron, ça peut peut-être donner lieu à des jeux qui vont être assez intéressants, mais ça sera plus dans le chapitre des cactus, comme on dit. Alain, qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'étais bien ennuyé, moi. C'est vrai que vu d'ici... J'ai passé une bonne journée au Salon de l'Agriculture hier. N'est-ce pas? Avec une complicité maintenue avec le monde agricole, y compris sur les analyses. Moi, ce qui me frappe dans cette élection présidentielle, c'est l'absence de débat. Alors certes, il y a, bien entendu, Zemmour-Le Pen, notamment Zemmour, mais qu'est-ce qui se débat par ailleurs? Rien ne sort, rien ne s'échange. Je ne sais pas, alors c'est vrai qu'il y a en même temps crise sanitaire, crise ukrainienne, mais tout ça c'est quand même inquiétant à tel point qu'on voit des candidats de la droite républicaine, je parle de Valérie Pécresse, se sciotiser
Et quand on se ciotise, ça donne ce qui lui arrive. Je pense qu'elle s'est trompée de campagne, elle-même. Être à ce point incompétente sur la fiscalité de l'héritage, qui est quand même, je lis, alors on en pense ce qu'on veut, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder les séries statistiques qu'il propose. Je lis un petit ouvrage de Piketty sur une longue histoire de l'égalité, où l'on voit, je le disais ce matin à l'occasion de l'inauguration d'un CEFA, où l'on voit que chaque fois qu'un pays, et même à droite, même gouverné à droite, a investi dans une fiscalité plus juste, y compris une fiscalité de l'héritage, c'est-à-dire ne pas refaire la France des Rougon-Macquart, en quelque sorte. Hein. La croissance de ce pays, son développement, était du double que dans un système d'appropriation et de concentration comme ça l'est aujourd'hui. Comme ça a d'ailleurs été augmenté par les choix d'Emmanuel Macron qui a fait parler de lui en président des riches. Alors il essaye d'équilibrer, mais en tout cas, on doit avoir quand même, quand on veut atteindre ce niveau de responsabilité, je parle de Valérie Pécresse, une connaissance quand même de l'histoire économique, sociale, éducative, culturelle. On voit que les investissements qui ont été faits jusqu'aux années 90 ont amené le pays, je pense aux investissements notamment dans l'éducation. C'est-à-dire comment un pays qui subit ou qui vit une révolution technologique et industrielle peut avoir en face une main-d'œuvre qui est adaptée à des tâches beaucoup plus complexes qu'elle ne l'était fin du 19e, début du 20e. Et il est évident que l'accélération des révolutions technologiques, là on est sur le numérique, on va être sur le quantique, on voit bien que les tâches à exercer, surtout si on veut reconquérir une indépendance et une forme de souveraineté technologique, ça va supposer des sauts technologiques et des sauts d'éducation. Or, les modèles qui sont en cours en Europe et aux États-Unis sont des modèles où à la fois on va revenir, on va passer d'une fiscalité progressive à une fiscalité proportionnelle. Le débat sur l'héritage est quand même totalement hallucinant, sur un strict plan de l'histoire économique. Et donc, moi, je vis, enfin, pour les personnes de ma génération, quelque part une forme de régression, et, pardon de le dire avec beaucoup de prétention, d'incompétence. J'avais évoqué ça avec Jean Pisani-Ferry et avec Jacques Attali il y a quelques années. Je ne sais pas d'où ça vient, de raisons objectives sûrement, mais l'incompétence du monde politique est majeure. Alors, les choses semblent tourner un peu parce qu'il y a un réinvestissement, pas simplement de la commande publique, mais des investissements publics, aujourd'hui. C'est ce que porte d'ailleurs un certain nombre de candidats à la présidentielle et que va porter Macron, d'une certaine manière. En se trompant, parce que, en se trompant pas dans la totalité, mais le ressourcement industriel, la souveraineté industrielle suppose du temps long. Et dans ce domaine essentiel, qui est un peu, c'est ce que je disais, alors je suis allé au meeting d'Anne Hidalgo samedi après-midi. Je regarde s'il y avait d'autres personnes qui sont dans la salle, qui étaient... non, il y avait 1000 personnes. J'ai entendu les rires que ça te provoque. Bah oui, mais c'était des sourires, c'est moi qui me suis... Oui, mais j'adore la fidélité, moi. J'adore le respect. D'une certaine manière,
et je crois qu'on me le rend d'une certaine manière, compris sur le plan politique, en élargissant ses bases. Si l'on regarde le problème de l'Ukraine aujourd'hui, si on regarde le problème en miroir, le président de la République l'a dit, il va y avoir des difficultés sur notre économie, que ce soit une économie technologique, industrielle, énergétique ou agricole. On se réveille aujourd'hui en plus grande difficulté que les Allemands, même si les Allemands dépendent à 50% du gaz russe. Mais sur le plan industriel, les Allemands n'ont rien lâché. Nous, on a écouté les lobbies massifs d'un certain nombre de grands personnages, je pense à Tchuruk, la France sans usine, la France pays de service, pays touristique, pays avec ses banques, pays, mais pas d'investissement pour pouvoir fabriquer nos médicaments. Pendant la crise sanitaire, on a eu des problèmes d'accès, de pénurie de certains médicaments de base sur certaines pathologies. On a d'énormes problèmes sur le plan de l'électronique. S'il y a un problème entre la Chine et Taïwan, puisque l'usine est à Taïwan, ça signifie qu'on ne pourra plus téléphoner, on sera obligé de... Même les machines à laver et les frigos ne pourront pas être réparés parce qu'ils ont des cartes électroniques. C'est quand même un vrai problème. Et ça suppose pas simplement des briques, des appels à projets de l'État. Ça suppose un effort massif de recherche pour pouvoir faire les sauts technologiques qui permettent à une cellule photovoltaïque d'avoir un rendement non pas de 20%, on en importe 98% de Chine, mais de 40%. C'est dans nos laboratoires. C'est dans nos laboratoires. Donc on a un vrai problème de ressourcement de ce que peut être le politique. Je peux parler que de ça, même si vous connaissez mes relations avec le monde économique et industriel. Mais on a un vrai défi à relever qui ne peut passer que par la recherche fondamentale dans nos laboratoires. Or, la France ne sait pas travailler avec ses universités. Regardez ce qui s'est passé, c'est paru dans le Canard, c'est paru dans les commissions d'enquête du Sénat. Aujourd'hui, quand on a un pet de travers, on fait appel à Ernst & Young ou à je ne sais plus quelle société par milliard. Qu'est-ce que font ces sociétés? Elles recopient les textes qu'elles ont faits pour analyser. Alors, je suis mal placé pour critiquer parce que quand on a fait la grande région, j'ai confié à Ernst & Young l'analyse des finances d'une région que vous connaissez bien. Mais moi, ça me pose un problème. Je m'appuie de plus en plus sur les labos universitaires. Et on le fait depuis longtemps. Dans tous les domaines, et on va le faire de plus en plus dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques, où Sciences Po Paris et Sciences Po Bordeaux vont essayer de se rassembler pour travailler sur l'évaluation de nos politiques. Donc je crois qu'il y a un problème de compétence, il y a un problème de courage aussi. Alors ça vient de quoi? Qui va aujourd'hui, avec les conditions de vie d'un élu, d'un responsable, s'engager dans l'action publique? Quel est l'ingénieur, le cadre sup, qui va dire je mets ma vie de famille de côté, puis après quand vous commencez, vous ne pouvez plus vous arrêter. Hein, je sais de quoi je parle. Pour être payé des clopinettes à l'heure de travail, un président de région gagne exactement 4 400 € net par mois. C'est un point qu'on a abordé exactement il y a 20 minutes, et sans des détails comme ça. On a vu, alors je ne vous parle pas des maires, je ne vous parle pas de la retraite, je ne vous parle pas de... Hein, on est dans un système où, comment voulez-vous que le cadre de Thalès, d'une belle ETI de la région, même un universitaire, ait envie, sauf à la retraite, de s'engager pour ses concitoyens? C'est pas possible. Donc, par définition, plus on va rajouter des textes qui vont empêcher le cumul, au moins de 2 mandats, plus vous aurez des gens qui seront des parlementaires nénuphars. Comme si l'expérience n'avait pas de sens quand on est responsable d'un pouvoir public.
Enfin, quand vous voulez confier à un artisan la rénovation thermique de votre logement, votre charpente, le couvreur, et quand vous voulez confier une ville à un maire, vous vérifiez pas qu'il a un peu de compétences. Enfin, quand même, ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de l'expérience. Donc il y a ces deux problèmes. Alors après, sur le plan politique, comme vous l'évoquez, politique, c'est vrai qu'il n'y a pas grand suspense. On a pu s'interroger à un moment donné, est-ce que Zemmour allait exploser? J'espère qu'il sera le plus bas possible, parce que c'est un sale con, hein, quand même. Hein? Un culte, au plan historique, parce que c'est de l'artifice, hein, mélanger Pétain et De Gaulle, mais il n'y a pas que ça. Hein. Et puis, ce qui m'inquiète dans le débat de l'extrême droite, c'est ce qui arrive un peu de ce mélange avec les circulations internationales planétaires de la communication, ces espèces d'idées qui naissent aux États-Unis, ces fake news qui naissent en Russie, qui reviennent chez nous. Vous prenez CNews. J'ai vu un soir à CNews, moi je ne regarde pas la télé, et je zappais parce que c'est tellement nul. Je suis tombé sur CNews, 9h du soir, une émission avec un bénédictin ou je ne sais pas quoi, et une dame là qui avait vraiment le physique et qui parlait des apparitions de la Vierge au XIXe siècle. Alors les apparitions de la Vierge, c'est bien entendu pour expier la Révolution française, pour expier 1848, ce qui s'est passé, l'arrivée de la République. Non mais qu'on tienne ça dans une chaîne tenue, paraît-il, par un personnage, en l'occurrence Bolloré, enfin, c'est hallucinant, hallucinant. Il y a progressivement des espèces de régressions qui amènent nos concitoyens qui ne lisent pas Le Monde, ou, etc., ou Sud-Ouest, bien sûr, ou Acquis, des reculs culturels, historiques, mentaux, enfin, incroyables. Ils étaient allés dans cette émission jusqu'à dessiner le M de Marie à partir des lieux d'apparition de la Vierge. Tu peux dire à ton coiffeur, ça. Non mais, j'ai jamais vu ça. Donc après, est-ce que l'élection législative sera aussi caporalisée que la fois précédente? Je pense pas. Je pense pas. Mais ce qui me soucie, c'est l'après, moi. C'est l'après. Qu'est-ce qui va se passer? J'entends un certain nombre de personnes, des constitutionnalistes, dire il faut démocratiser notre démocratie et que l'on passe, comme Macron l'a fait avec ses grands débats, directement du président de la République, un peu comme Napoléon III, jusqu'à nos concitoyens. On a vu ce que ça avait donné sur le grand jury climatique, et on s'étonne que les partis politiques, les collectivités locales, on a quand même un gouvernement qui, et c'est le premier depuis 1981, a fait régresser la décentralisation. Aujourd'hui, j'étais avec les chambres des métiers ce matin, les chambres des métiers ne savent pas comment, à partir du mois de juin, gérer leur CFA. Elles vont perdre 20%, on nous a retiré la compétence, elles vont perdre 20% de leur financement, et France Compétences a 11 milliards d'euros de déficit. Pas de choix, quoi qu'il en coûte, non. 11 milliards d'euros de déficit. Donc qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, nous, et je peux témoigner que de ça, on a de plus en plus d'entreprises en difficulté à la sortie du PGE. Et de belles boîtes. On a de plus en plus de problèmes avec la BPI sur les fonds propres. La BPI réclame des TRI de 7 à 14%. Ce qu'a dénoncé d'ailleurs le président de la Caisse des dépôts, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans le Sud-Ouest, il y a quelques jours de ça. Donc, je ne voudrais pas, parce que le quoi qu'il en coûte ne pourra pas durer, même si l'Europe va accompagner, qu'il y ait un double
que moi, j'ai pas peur du grand remplacement, j'ai peur du grand déclassement. C'est-à-dire que tout ça soit une flambée. On n'a jamais eu autant de projets d'entreprise magnifiques, sauf que le modèle est allemand. Comment les accompagne-t-on? La région ne peut pas suivre. Et l'État veut continuer de fonctionner, non pas en nous transférant des compétences et des ressources, mais en nous disant tu payes 50% de ce que je paye. Sur la réhabilitation des chemins de fer, là où il devrait y avoir un projet magnifique sur le défi climatique. Il faut qu'on décarbone massivement et ça passe certes par le véhicule électrique, mais ça passe par le fer. Les Allemands viennent de mettre 85 milliards. Bercy a serré la vis à SNCF Réseau, qui ne peuvent mettre aujourd'hui que 2,8 milliards par an. Ce qui est largement insuffisant, il faudrait 4 milliards. Donc, comment relève-t-on ce défi climatique? Comment va-t-on relever le défi énergétique? Avec le refus de nos concitoyens d'accepter des éoliennes, ce qu'on peut comprendre, ou des fermes photovoltaïques. Et le défi démocratique qui est essentiel, parce que moi je comprends les concitoyens qui se disent j'habite Blaye, je me lève à 5h du matin pour prendre un boulot à 8h30 à Bordeaux, parce que si je ne suis pas avant 6h30 sur le pont d'Aquitaine, je ne peux pas passer. Sauf que qui s'occupe de ce trajet en direct? Il y a le président des usagers qui est là. Qui s'occupe de ce trajet? Il y a la région qui est capable du jour au lendemain de mettre un bus. Sauf que si le bus est pris dans les mêmes contraintes que la voiture de cette assistance médicale, ça ne change rien. Donc qui va faire les bandes dédiées? Qui va donner l'instruction d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence? C'est-à-dire tous les problèmes des Français, parce qu'on ne sait pas qui fait quoi, ne sont pas réglés. Il y a le problème du pouvoir d'achat, mais il y a une telle dispersion voulue par l'administration centrale des responsabilités qu'on ne sait pas qui fait quoi et donc qui est responsable de quoi. Dans une élection, si on a envie de botter les fesses à quelqu'un, maire, président de région, de département, etc., de la République, qui n'a pas fait son boulot, il faut savoir ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire. Mais là, on ne sait pas. Et ce qui fait que la décision publique, puisqu'il faut qu'on soit 7 ou 8 derrière un ruban, elle prend 3 fois plus de temps. Et en prenant 3 fois plus de temps, elle coûte 3 fois plus cher aux contribuables ou au budget des collectivités. Donc on a un modèle de régulation voulu par l'administration centrale de retarder la décision publique. Je peux vous dire que ce n'est pas ce qui se passe en Allemagne, c'est même pas ce qui se passe en Espagne, c'est pas ce qui se passe en Italie, même s'ils ont d'autres problèmes. Donc on a ce problème. Et moi, dire on va chanter ou les parlementaires vont faire des débats dans leur circonscription pour dire qu'est-ce que vous pensez de telle ou telle loi. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le grand débat de participation. Moi, je sais passer 6 heures devant 60 maires pour défendre ma politique. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Le problème, c'est pas ça. C'est comment je règle le problème que les Gilets jaunes ont soulevé. Et la centralisation, c'est un boulet. Je vous renvoie d'ailleurs à un texte de Michel Rocard qui date de 1966, et j'arrêterai là, qui s'appelle « Décoloniser la province ». Décoloniser la province. Parce que nous sommes dans un modèle colonial. Et Rocard dit cette chose tellement évidente, c'est qu'un État centralisé, pour tenir le coup, doit produire des normes. Donc tous les candidates et tous les candidats qui disent « je vais simplifier », avec un État centralisé, ce n'est simplement pas possible. Merci. C'est toujours un crève-cœur hein, de stopper, de faire arrêter un débat surtout aussi intéressant, aussi passionnant.
il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte, hein, pour employer aussi des termes. Voilà, figurez-vous qu'on m'a dit qu'il fallait qu'on libère cette salle. Donc c'est pour ça que je me suis permis, oui, à moins qu'on y passe. Voilà. Alors, avant que vous ne partiez, d'abord je voulais remercier la région. Merci, merci Président. Oui, mais c'est très gentil. Et je sais que Joël, de là où il est, doit apprécier, hein, ce moment que nous avons passé, très convivial. Donc merci à vous. Hein. Merci, on a débordé un peu, mais ça c'est... Voilà, on va rendre l'antenne, hein, pour employer des termes que Roland connaît bien. Et en remerciant à nouveau d'avoir été aussi bien reçu.